Alors bonjour toutes et tous, je me prénomme toujours comme ce matin Paul Arsenault, québécois de service, pour l'accent et pour l'exotisme un peu dans la francophonie. Merci d'être là en présence, merci d'être là à la maison ou ailleurs, dans le confort de vos pantoufles, on dit pantoufles nous au Québec, et de votre pyjama. Je serai l'animateur de cette table ronde qui s'appelle Regards croisés. Donc, 4 paires d'yeux, donc je ne sais pas si ça fait 8 ou 4 regards, sur la démocratisation des pratiques sportives et culturelles par le tourisme. Et on va bien s'amuser parce qu'il va y avoir moi je m'amuserai tant que ça parce qu'il faut que je gère ces 4 personnes-là qui ont matériel et qui ont trop à dire, avec passion. Et pour vous, ça va être hyper intéressant. Et on aura donc une logique de déconstruction dans un premier temps où Christophe et Evelyne vont déconstruire. Et heureusement, positif dans la deuxième partie, Jean et mon ami Laurence également, c'est tous mes amis, vont reconstruire et après ça, on va croiser les regards et on va se garder une dizaine de minutes à la fin pour que vos regards s'ajoutent aux nôtres. Alors, on va débuter avec notre ami Christophe, n'est-ce pas? Collègue de l'Estua. On a fait notre thèse à peu près dans les mêmes années, hein, grosso modo, ou tu as fait avant moi, je ne sais pas. Moi, je faisais à distance, alors ça ne paraissait pas. Donc, Christophe, je te laisse la parole pour nous parler sport et accessibilité, démocratie, tourisme. On déconstruit? On déconstruit, merci Paul. Donc oui, voilà, moi mes lunettes, c'est les lunettes de la sociologie, je suis sociologue, et donc je vais essayer d'interroger cette question-là de la démocratisation pour dire dans un premier temps peut-être que pour moi, démocratisation, c'est un gros mot. C'est un mot que j'utilise assez peu finalement parce que c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, un mot derrière lequel on peut mettre un peu ses représentations sur le mode, voilà, le tourisme est démocratique, le sport, tout le monde peut en faire, la culture avec les dispositifs d'accès, par exemple les journées du patrimoine, tout le monde peut avoir accès à la culture et finalement quand on veut, on peut s'engager dans ces activités touristiques, culturelles ou sportives. Et donc l'analyse sociologique démontre l'inverse. Alors, je ne vais pas vous asséner de chiffres, mais quelques données néanmoins. Par exemple, le ministère de la Culture, en 2018, sur les pratiques culturelles des Français, indique que 62% des cadres supérieurs, vont régulièrement au musée, contre 18% des ouvriers. Or, le musée, d'un point de vue simplement économique, n'est pas une pratique très coûteuse, d'accord ? Le cinéma, 84% des cadres sup, 64% des ouvriers. Concernant les pratiques sportives en général, alors je reste très général hein, sur le sport, je ne vais pas rentrer dans les définitions du sport parce que là on pourrait rester longtemps. 75% des catégories sociales supérieures déclarent pratiquer du sport, 88% des bac plus 5, et on descend à 58% pour les bas revenus, entre guillemets, et 39% des non-diplômés. Concernant les pratiques touristiques, on est un petit peu dans le même ordre de grandeur. Hein. 8 cadres sur 10 partent chaque année en vacances, contre à peu près 40% d'individus issus des classes sociales les plus modestes. Et donc on voit qu'il y a un grand décalage quantitatif. Alors quand on a dit ça, finalement on n'a pas tout dit. Et je vais m'appuyer sur une enquête que j'ai réalisée avec d'autres collègues des universités de Caen et de Rennes il y a quelques années, sur les inégalités éducatives. C'était un projet ANR sur les inégalités éducatives. Autrement dit, que font les jeunes à l'âge du collège, notamment en 4e, lorsqu'ils ont des activités culturelles, sportives, touristiques, leur fréquentation amicale, les pratiques du numérique, hein, les jeux vidéo, la télé, etc. Qu'est-ce qu'ils font en dehors de l'école? Et ce qui était intéressant, moi j'ai analysé plus spécifiquement les pratiques touristiques, culturelles et sportives. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, concernant par exemple les pratiques touristiques, seulement 6% d'un échantillon représentatif des collégiens de 4e des régions Basse-Normandie, Bretagne et Aquitaine, seulement 6% donc, déclaraient ne pas partir en vacances chaque année. Autrement dit, 92% des ados là, de 4e partent en vacances dans leur déclaration. En fait, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que les modalités de pratique touristique sont très variables
chez les enfants en fonction, bien évidemment, des conditions sociales d'existence, c'est-à-dire du contexte familial principalement. Parce qu'on sait que lorsqu'on est adolescent, lorsqu'on est en quatrième, à 12, 13, 14 ans, on part en vacances principalement avec ses parents, en tout cas dans le cadre familial. Donc simplement 6% ne partent pas, 92% partent. Si on analyse plus finement, on se rend compte que les enfants partent majoritairement en période estivale, ils partent tous quasiment l'été. Mais lorsqu'on analyse les petites vacances, on se rend compte, ou les week-ends, on se rend compte que là, c'est plutôt une pratique, une consommation, donc partir en vacances ou partir en week-end, plutôt une consommation d'enfants issus de milieux sociaux très favorisés. Donc voilà, j'ai pu multiplier les analyses, parce qu'on avait un questionnaire qui était très dense. Et peut-être un autre élément d'intérêt, en tout cas qui ressortait de cette enquête, la singularité de cette enquête, c'était qu'elle croisait toutes ces sphères de consommation que j'ai évoquées tout à l'heure, touristiques, culturelles, etc., sportives. Et il apparaissait que les enfants issus de milieux sociaux les plus favorisés sont ceux qui, de manière implacable, partent le plus en vacances, vont le plus souvent au musée, ont le plus de livres chez eux, vont le plus souvent à la bibliothèque, pratiquent le plus de sport, en compétition, donc à forcément un meilleur niveau, et des sports variés, partent en vacances selon des modalités de départ très variées, donc avec les parents, éventuellement dans des centres de vacances, mais aussi avec des amis. Et à l'inverse, à l'autre bout du continuum, on a des enfants qui cumulent une absence finalement de consommation, qu'elle soit culturelle, sportive et touristique. Et donc voilà, il y a une lecture ici sociologique qui permet de bien considérer les conditions sociales d'existence comme tout à fait explicatives des consommations culturelles, sportives et touristiques. Si je peux me permettre, oui. et probablement que l'étude, je ne veux pas te faire extrapoler des analyses multivariées que tu n'as pas faites, mais est-ce qu'une conclusion un peu simpliste serait de dire, avant de penser à démocratiser par le tourisme l'accès aux activités, c'est de dire, tu as 15 ans avant, il faut avoir travaillé, les familles, les enfants, leur donner la curiosité, le micro va très mal. Oui. Et donc, la réflexion du tourisme serait non pas de dire ben, c'est gratuit, donc l'accessibilité est là, mais de dire comment on peut supporter des familles, les aborder spécifiquement de milieux sociaux, économicaux plus défavorisés. Alors, l'explication économiste, qui consiste à penser uniquement l'accès à une pratique par le coût, c'est une erreur d'interprétation. Et il y a des pratiques touristiques, culturelles, sportives qui sont très peu chères, qui sont pratiquées, consommées par des individus issus de classes sociales favorisées. Et inversement, des activités qui coûtent plus cher, si on reste que sur une dimension économique, qui sont consommées par des individus issus de classes sociales, de catégories sociales plus modestes. Donc la dimension économique n'explique pas tout. N'est pas là. Loin de là. Mais du coup, et je suis tout à fait d'accord avec toi, du coup, l'explication réside dans les modalités de socialisation. C'est un gros mot un peu jargonnant en sociologie, c'est en fait les sources d'influence familiale, amicale, professionnelle qui sont au principe même de la constitution des goûts culturels, touristiques, sportifs, alimentaires, etc. Et on imagine donc qu'un schéma de développement territorial de la Bretagne touristique devrait intégrer ce travail générationnel qui donnera des résultats. C'est très compliqué. L'école de la République essaye un petit peu de contrecarrer ces goûts qui sont très socialement cloisonnés. Par exemple, les voyages scolaires dans les collèges ou les lycées, sauf que là, on a eu 2 ans de Covid, plus de voyages scolaires. Et ce que démontre l'enquête également, c'est que les voyages scolaires organisés dans les établissements scolaires des centres-villes, des grandes villes, en l'occurrence dans l'échantillon, il y avait Caen, Rennes, Bordeaux. En France, les centres-villes sont plutôt bourgeois, pour le faire très vite. Donc les offres de voyages scolaires dans ces collèges et lycées des grands centres-villes, donc plutôt pour les enfants issus de classes sociales favorisées, les voyages sont aux 3/4 à l'étranger. À l'inverse, les voyages scolaires, à l'inverse, dans les collèges et lycées des zones rurales, où on a un recrutement social plus modeste, je crois que c'était les 3/4 également, des voyages scolaires sont exclusivement en France. Donc là, même l'école, inconsciemment, renforce les inégalités sociales. Et voilà. Ce qui va nous amener à regarder ici Evelyne. Quels sont les leviers? Y a-t-il des leviers? Alors, que faire? Je ne sais pas exactement s'il y a des leviers. Donc, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Evelyne Maître. Je suis consultante en développement touristique depuis pas mal d'années. En fait, moi, par rapport au sujet de cette table ronde, je me suis posé plein de questions et on va se les poser ensemble parce que je
pas forcément des réponses, mais en tout cas, j'ai des questions. Et pourquoi j'ai des questions? Parce que les termes qui sont utilisés pour cette table ronde sont importants. On note, bon, effectivement, il y a le mot de culture, il y a les leviers, élitiste, démocratisation. Et moi, j'aime bien partir du sens des alors, pour partir du sens des mots, je commence par la culture. Et par rapport à la culture, je vais sur la définition de l'UNESCO. Je vous la livre. Définition de l'UNESCO de la culture, c'est la culture dans son sens large, le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Alors, quand on lit cette définition, on se dit, finalement, la culture, c'est un bien commun universel. Et alors, si c'est un bien commun universel, pourquoi, à un moment donné, on se pose la question de démocratisation, d'élitisme, de levier? Et dans ce cas-là, alors moi, je ne suis pas sociologue, mais je me tourne vers les sociologues. Donc là, je vais voir Pierre Bourdin, qui, à un moment donné, il y a déjà pas mal d'années... Pierre Bourdieu, pardon. Et donc, il y a longtemps, il écrit un livre qui s'appelle La Distinction. Et dans cette distinction, qu'est-ce qu'il dit? Il dit finalement la culture, c'est une lutte des classes. Et dans cet affrontement, finalement, pourquoi en fait s'affrontent? Moi aussi, je pense que j'ai un problème de micro. Pourquoi en fait il y a cet affrontement? C'est parce qu'à un moment donné, il s'agit de savoir qui va avoir la légitimité du goût. Et donc la légitimité du goût au travers de la culture. Est-ce que cet affrontement est à armes égales? Non, parce qu'en fait il y a d'un côté une classe dominante qui a un niveau de culture savante et qui décide elle-même que le goût, c'est elle qui l'a. D'accord? Donc on se retrouve dans une situation où finalement il y a une sorte de classe populaire qui est systématiquement face à une espèce en fait d'illégitimité par rapport à la culture. Et là, ça fonctionne. Effectivement, ça fonctionne mieux. Merci, monsieur. Donc je vais remonter la main. Effectivement, c'est peut-être ce qui pose le problème. Donc il y a cette notion effectivement d'illégitimité que peut avoir une certaine classe par rapport à la culture. Et de l'autre côté, dans cette situation-là, vous avez une classe dite dominante qui, elle, va continuer effectivement à imposer la culture. Elle va se servir, le cas échéant, de la culture comme un moyen de domination. En connaissant de domination, j'essaie pourtant de lever, ça ne fonctionne pas forcément. Je parle en connaissance de cause de cette domination parce que j'ai eu 4 ans d'expatriation dans la Caraïbe et que la domination par la culture, je les sens très forte vis-à-vis d'un certain nombre de populations justement de cette Caraïbe. Alors, on peut se dire effectivement, c'est une vision, un instant T d'un sociologue. Mais en fait, finalement, elle n'est pas si... En même temps, on peut se dire, mais elle n'est pas si idiote que ça, cette vision. Elle est encore peut-être d'actualité. En tout cas, ce qu'elle montre, cette vision, c'est que la culture, c'est différenciée. C'est qu'il y a un lien très fort qui se met entre la culture et la différenciation entre deux classes. Là aussi, on peut se dire, c'est au-delà d'être une vision, c'est une vision passée. Depuis les années 70, il y a eu Internet, il y a eu un accès a priori plus facile à la culture, donc on devrait avoir dépassé tout ça. Sauf qu'on continue quand même à se poser la question de cette démocratisation. Donc c'est peut-être pas si évident que ça. Alors, cela étant dit, si je retourne en fait au niveau du tourisme, là je me pose plusieurs autres questions. Première question, c'est déjà, est-ce que le tourisme est démocratique? S'il n'est pas démocratique, comment il pourrait avoir une vocation à démocratiser un autre secteur? Mon point de vue, c'est que le tourisme n'est pas dans le sens de la démocratie. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je me pose vraiment cette question, c'est comment on peut donner une vocation à un secteur qui n'est pas démocratique pour faire autre chose? Et là, je me dis,
les dernières questions que je peux me poser, c'est dire, est-ce que c'est le tourisme qui doit apporter à la culture, ou est-ce que finalement, c'est pas la culture qui apporte au tourisme? Parce que la culture, elle permet finalement ce qu'on attend de tous du tourisme. Elle permet la non-délocalisation. Elle permet la différenciation. Elle permet sur l'identité. Donc voilà, je reste pour l'instant avec... Parfait. Donc, si on résume, Christophe, avec raison, tu nous dis l'accès à la culture et au sport est conditionné par des conditions préalables, donc familiales, qui n'ont rien à voir. Tu dis avec raison, le tourisme n'est pas démocratique. C'est un peu ce qu'on a vu aussi comme chiffre. 50% de la population peut partir. C'est la population la plus aisée, scolarisée, etc. Ça fait aucun doute. Et tu as mis quand même en opposition, Evelyne, des intérêts qui seraient tout à fait divergents. Donc, une lutte de pouvoir, c'est-à-dire celui qui gagne se fait au détriment de celui qui perd. J'ai envie de te poser la question, Jean. Est-ce qu'il y a, non pas d'autres grilles de lecture, mais est-ce qu'il y a une façon d'imaginer un jeu qui ne serait pas à somme nulle, où il y a juste des gagnants contre des perdants? Ça marche, oui. Vous pouvez activer mon PowerPoint, s'il vous plaît? Donc, je vais essayer de vous raconter une belle histoire pour essayer de rendre compte en quoi cette démocratisation est un processus inachevé. Donc, c'est bon? Oui. Et donc, dans le travail que je fais, je décide de dire qu'au fond, que faut-il entendre par pratique récréative? Et j'essaie de dire qu'il y a plusieurs manières d'y rentrer. Il y a des pratiques sportives de nature, des pratiques populaires de nature, et un ensemble d'autres activités qui s'inscrivent dans un ensemble composé de la culture, de l'art, de la musique et d'autres choses. Voilà. Donc il ne faudrait pas essayer de dire que ce qui relève des pratiques de nature ne sont que les pratiques dites légitimes et habituellement classées comme étant les plus référentes, l'escalade, l'alpinisme, le surf, etc. Mais les milieux populaires sont aussi présents dans un certain nombre d'usages du corps, de relations avec des activités de terrain qu'ils font et qui sont aussi légitimes que les autres, mais que considèrent moins cotées socialement parlant. Moi, je vais simplement parler ici des pratiques sportives de nature et de voir ce qu'on peut en dire. Donc j'ai écrit un ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle « La transition récréative », où j'essaye de qualifier, au fond, comment pratique-t-on lorsqu'on essaye d'observer les relations que les gens vont avoir avec l'activité. Donc j'ai défini le jeu d'essai de famille, présentant qu'il y a non pas une manière de pratiquer, mais des manières, non pas une culture, mais des cultures. Forme traditionnelle, forme moderne, forme hyper-moderne. Et tout ça essaye simplement de vous signaler qu'on ne peut pas pratiquer sans être engagé culturellement dans une forme qui vous invite à y trouver là une manière de vous sentir pleinement vivant et en relation avec votre imaginaire, votre culture, votre manière d'être présent au monde. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est si je prends la pratique moderne, comment se fait le processus de démocratisation? Comment puis-je devenir un adhérent à une forme culturelle? Et c'est ça qui nous intéresse ici. Comment ça se construit tout ça, Et par rapport à ça, je vous donne un exemple. L'alpinisme moderne, celui qui a pris une place importante durant tout le XXe siècle, auquel on avait envie d'inviter les gens à adhérer à ce monde-là. Mais l'idée, c'est de dire que l'alpinisme est une activité classante et classée, qui fait que c'est seulement les milieux supérieurs qui la pratiquent. Et donc, des gens se sont dit, on va essayer de la démocratiser. La FGT, pendant 20 ans, du côté de la région parisienne, a essayé de faire en sorte que ces milieux populaires deviennent des alpinistes. Ils ont fait le constat, au bout de 20 ans, que ça ne marche pas, qu'ils n'ont pas réussi à démocratiser les pratiques de l'escalade. Du côté de Vent-Velin, qui est une commune périphérique comme du Lyonnais, la mairie communiste a aussi se dire on va aussi essayer de démocratiser. Ils ont construit un super mur, une tour d'escalade aussi magnifique. Au bout de 20 ans, ils ont aussi considéré que le processus d'acculturation n'a pas fonctionné. Le centre Udequoia à Biscarrosse, PEP 40. Qu'est-ce que j'essaye de vous montrer par rapport à ça? Souvent, lorsqu'on essaye de toucher un public, on va essayer de le mettre en scène, de présenter les images référentes. Lorsqu'on regarde le site internet et la brochure, qu'est-ce qu'on met comme image dominante? Des images d'individus qui relèvent d'une catégorie sociale qui n'est pas celle justement des milieux populaires. Discrimination sociale et violence symbolique adressée au public normalement auquel on doit s'adresser. Et bien quand vous promenez dans les bâtiments, les images référentes renvoient à des images qui renvoient à des gréements, à un imaginaire aussi du voyage qui relève encore des milieux supérieurs. Des catégories qu'on considère comme étant référentes pour parler de la voile. Mais où sont ici la culture populaire, celle des publics, milieux populaires qui viennent ici? Donc il y a encore ici un problème qui se pose.
lorsque vous lisez aussi les documents sur lesquels ils présentent le contenu des activités qu'ils vont proposer. Qu'est-ce qu'on met en avant ici? La découverte, la prise de conscience, la gestion des efforts. Où est la culture là-dedans? Comme si la transmission se faisait essentiellement par la transmission des savoirs. Ça pose un problème. Idem concernant un autre sujet, séjour en nature. Où est le corps? Où sont les émotions? Où sont les expériences incarnées dans les usages du lieu? Tout ça aussi, c'est oublié. Donc il y a une sorte de violence ici et de décalage entre la volonté de transmettre sur le plan de la connaissance et les usages du terrain qui passent justement dans les activités qu'on étudie par d'autres registres d'appropriation des activités. Donc par contre, qu'est-ce qui m'importe une fois que j'ai décrit cela? C'est dire qu'il n'y a pas de pratique possible s'il n'y a pas volonté d'inscrire les activités dans un monde singulier récréatif qui n'est pas linéaire, mais qui est une construction en fonction d'un univers par lequel les gens sont inscrits dans cette activité. Lorsque je parle de pratique populaire, le parcours ou la culture hip-hop, ces gens-là fabriquent leur univers, s'approprient les espaces, habitent les lieux, et là pour finalité à la fois s'approprier leur culture, mais aussi d'être inscrits dans un monde de vie qui est le leur. Je prends un alpiniste bien connu dans les années 60-80, Robert Parago, alpinisme prolo de la montagne récompensée. Comment a-t-il construit son parcours pour devenir un alpiniste? Il n'est pas passé par le processus d'acculturation. Il est passé par un processus d'enculturation, par le club populaire de Renault, où avec ses copains, ils allaient à Fontainebleau, ils inventaient leur registre de relations et d'encanaillement pour s'opposer à la culture bourgeoise. Ce n'est pas le même processus pour rentrer dans une culture qui correspond à leur monde de vie dans lequel ils sont. Vous avez un autre collectif qui aujourd'hui se monte en puissance, 84 000 solidaires. Pratiquer l'alpinisme avec ceux qui n'ont pas un rond. On pose là le cadre dans lequel on veut s'inscrire. Donc qu'est-ce qui est intéressant? Ici, contrairement à PEC 40, ce qu'on met en scène sur le site, ce sont ces milieux populaires. Ces gens avec leur faciès, leur manière d'être, qui peuvent s'identifier, se reconnaître et pouvoir à partir de là s'inscrire dans le monde qui les caractérise. Et lorsqu'ils parlent de pourquoi ils font ça, j'ai aussi une autre chose à l'intérieur de moi, parce que j'ai posé un autre regard sur moi, etc. etc. Ce qu'ils racontent, c'est les bénéfices qu'ils auront, non pas pour devenir des pratiquants, mais pour faire quoi? Pour intégrer leur monde de vie à eux. Quels seront les effets que cela pourra avoir pour trouver un registre d'engagement et, je dirais, de référence pour vivre leur situation de personnes en situation précaire, etc. Et enfin, dernier élément qui me semble important, c'est de dire que justement, si on veut faire en sorte que ces formes culturelles existent, il y a matière peut-être d'activer une forme populaire au sein des formes référentes qu'on trouve aujourd'hui dans la société contemporaine. Et donc, je donne un autre exemple pour terminer sur les foyers ruraux qui existent en Lozère, il y en a 60. Ces gens-là, ils sont ancrés dans le territoire. Ils proposent aux habitants de vivre des différentes expériences, de rencontres avec l'espace public localisé dans lequel ils se situent. Et ils invitent aux gens à habiter le lieu, habiter dans les relations avec l'environnement, avec la nature, avec la forêt, avec la rivière. Ils créent des relations sociales, humaines, et ils développent une habitabilité culturelle. C'est quoi l'enjeu de cela? C'est qu'il n'y a pas de déconnexion ici entre les loisirs et le tourisme. Et le grand problème aujourd'hui, c'est qu'on a segmenté les espaces sans savoir qu'historiquement le tourisme, ça sert non pas simplement à se promener, mais à revenir pour vivre au mieux, suite au grand tour, les relations dans le monde de vie dans lequel on est. Et l'enjeu justement d'une transformation de démocratie, la démocratie, c'est un rapport au démos, au peuple, et donc à l'espace public. Donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que ces activités qu'on propose, elles permettent aux gens de retrouver un lien avec l'espace public comme étant une autre façon de penser le commun et l'invitation à s'approprier les modes d'existence par lesquels on a envie de peser sur les orientations politiques du monde contemporain. Et ce qu'ils ont fait ici, dans ces territoires-là, c'est justement de renforcer les tissages par lesquels on vit le lieu et les connexions avec les habitants, les objets, la nature, la culture, pour renforcer cette dynamique congruente entre les personnes présentes. Et lorsque ces gens sont ici dans leur territoire du côté de Florac, eh bien, les gens qui habitent ici, ils pratiquent dans le lieu, mais ils emmènent aussi les gamins dans la nature, en dehors du département, et lorsqu'ils reviennent, ça va nourrir l'intérieur. Les touristes, ils peuvent aussi venir pour faire des activités avec les habitants. On change complètement de registre dans la façon de dire, au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour penser le monde? C'est retrouver des connexions avec les ailleurs de proximité, les ancrages dans les lieux de vie. Si on oublie ça, on oublie ce à quoi sert le tourisme aujourd'hui, c'est justement être dans la transition, en essayant d'éviter la déconnexion entre ces univers qui ne peuvent pas être pensés d'une manière plus, je dirais, respectueuse du monde de vie, du souci de soi, du souci de la nature, s'il n'y a pas une intention de s'inscrire dans un cadre qui favorise ces connexions
avec les différents habitants et dynamiques locales auxquelles on veut s'associer. Et c'est ça pour moi la transition, et que le processus peut être démocratique si on redonne du sens à l'espace public et au commun par lequel les gens fabriquent le pourquoi ils ont envie de vivre ici et de se porter, engagés et enchantés par l'intention de ne plus séparer ces deux univers qui sont souvent ici présentés comme étant le tourisme vit par le tourisme, et on s'en moque de quel lien peut avoir le tourisme avec les lieux habités par les présents qui sont les habitants des territoires. Excellent. Donc, je me permets de récupérer des propos d'Evelyne qui nous dit tant pour la culture, le sport et le tourisme, il y a la question du goût. Donc, les gens qui sont privilégiés, disons-le comme ça, définissent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Quelles sont les bonnes façons de voyager, comment le tourisme durable est quand même un truc assez élitiste à la rigueur. Et tu me dis, ça pose effectivement problème, je suis d'accord. Et je vois dans ta présentation, Jean, qui était brillante, mais les efforts pour ramener les classes moins fortunées vers des sports, l'alpinisme, on fait ça me semble assez élitiste, hein, alpinisme, équitation. Et donc, il y a une déconnexion. Puis je pense, dans un contexte nord-américain, je penserais, le hockey sur glace, les gens des communautés culturelles, on ne les retrouve pas, ça coûte cher. Le football américain, c'est extrêmement difficile, alors que les sports populaires nord-américains, que sont le basketball, le foot, le vôtre, qu'on appelle le soccer, sont des exemples à l'âge. Je me retourne vers Laurence, à toi maintenant. On va prendre du micro. Non, Jean, je voudrais la... Ah oui, la zapette. Ouais. Merci. Merci. Merci, Paul. Bonjour à tous. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être passée dans une machine à laver conceptuelle hyper intéressante. J'ai envie de vous dire, vous avez 4 heures. Pour digérer, oui. C'est un très très vaste sujet. Moi je vais vous proposer ensemble une petite piste d'atterrissage avant que mes collègues reprennent la parole dans le cadre des questions-réponses. Je me présente rapidement, je m'appelle Laurence Giuliani, je suis une ancienne responsable d'office de tourisme et aujourd'hui j'ai fondé une petite société qui s'appelle Aken. Notre boulot c'est de faire du tourisme culturel, c'est-à-dire qu'on produit des contenus sonores pour les destinations touristiques, les lieux de patrimoine et les musées. Souvent, j'ai tendance à dire, tout à l'heure, en déjeunant, Christophe disait « je ne suis pas capable de donner une définition du tourisme », et je laisserai s'en expliquer. Pour ma part, si je devais m'essayer à en donner une, je dirais qu'en fait, le tourisme, c'est qu'une histoire de rencontres, et je crois que notre job, en œuvrant dans le tourisme, c'est d'essayer de rendre ces rencontres possibles, d'ouvrir cette possibilité de la rencontre, et créer de la discussion, créer de la conversation. Donc je vous propose d'envisager quelques pistes, quelques inspirations surtout, qui ne viennent pas forcément du tourisme, voire pas du tout pour certains. Et l'idée, c'est juste ensemble de faire un petit panorama d'initiatives de rencontres et de modalités de rencontres qui ont été inventées par différents acteurs. Là, je vous présente Dérive, qui est une application qui est un anti-Google Maps. C'est-à-dire que vous arrivez dans une gare et vous allez charger l'application Dérive, vous allez renseigner votre lieu d'arrivée, quel qu'il soit, et vous n'aurez finalement sur l'écran que cette petite flèche qui est une boussole. Le principe, c'est de vous dire, prenez le temps de passer par là où vous allez peut-être avoir envie de passer, parce que Google Maps vous aurait dit, prends le grand boulevard pour aller au plus court, mais c'est peut-être l'itinéraire le moins intéressant pour découvrir un espace, alors que Dérive, en fait, nous sécurise juste en nous disant, si cette petite rue beaucoup plus jolie te fait envie, prends-la, puisque de toute façon, je te rattraperai avec ce dispositif. Son nom est particulièrement bien trouvé, je trouve. C'est une manière, on parle beaucoup de slow actuellement, c'est une manière assez poétique, je trouve, de rencontrer un territoire. Pour parler de dérive, on peut parler également de balades sonores in situ. Donc là, les visiteurs sont accompagnés par des contenus du début à la fin de leur balade, qui va durer 1h15, 1h30, que sais-je.
L'idée ici, c'est de mettre en valeur la rencontre avec les habitants, puisque les contenus qui sont délivrés sous les casques des visiteurs, c'est en fait un tissage. Jean, tu parlais de tissage à l'instant, et c'est cette idée de tissage finalement entre les visiteurs et les visités qui passent par les témoignages. Elle est assez intéressante, et elle est intéressante aussi surtout quand elle passe par une pluralité des paroles. Que ce soit une pluralité générationnelle, mais souvent aussi, ce matin tu parlais des catholiques francophones et blancs, c'est souvent ces personnes-là aussi qui incarnent une forme de mémoire, alors que cette mémoire, en fait, elle s'invente tous les jours au présent, et c'est ce qui est raconté au travers de ces témoignages. Je voulais vous parler de cette initiative que j'aime beaucoup, parce que c'est une initiative complètement... j'allais dire citoyenne, en fait c'est même pas citoyen, c'est juste des gens qui sont fans de street art et en particulier fans de Space Invaders. J'imagine que si vous levez un peu le nez quand vous vous baladez dans des espaces urbains, vous trouvez ces petites mosaïques, donc c'est l'œuvre d'un street artiste. L'icono de droite, c'est une espèce de site un peu moche et mal faite, mais comme le gaming des années 80 auquel on fait référence. Et l'idée, c'est que c'est des particuliers en fait qui prennent en photo à chaque fois qu'ils tombent sur une des mosaïques de Space Invaders. Et en fait, là vous voyez pas bien, mais il y a une photo qui est postée toutes les 3 minutes, quoi. C'est juste un truc de dingue. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut devenir, vous vous rappelez de la mode des Pokémon Go, à un moment on s'est dit, ah, c'est incroyable, il y a un monde de dingue dans la cour du château. Non, il y a un monde de dingue sur Pokémon Go en train de chercher une cache. Ce qui n'a rien à voir. Là, c'est une autre façon d'offrir un prétexte à la découverte, et puis surtout à dire, lève le nez. Et si tu cherches un Space Invader, il y a de fortes chances pour que tu, finalement, tombes peut-être sur une petite gargouille, un détail architectural qui va aussi attirer ton attention. Démocratiser la culture, on ne va pas en parler des heures, mais c'est aussi parfois de reprendre des codes qui ne nous appartiennent pas en tant qu'institutionnels. Ici, je montre un exemple d'un podcast qui reprend les codes de la culture pop. C'est-à-dire qu'on va parler d'une figure très emblématique de la Normandie, Richard Cœur de Lion, etc. Mais on va essayer de le traiter en trouvant des angles qui vont peut-être trouver un écho finalement plus grand dans des catégories socio-professionnelles qui sont peut-être en recherche de micro-aventures. Et puis on va s'amuser dans la narration à l'intérieur de ces productions à reprendre les codes de la culture pop, c'est-à-dire des séries, clairement. C'est-à-dire qu'on va aller sur une narration qui est très poussée, des dialogues qui vont être extrêmement décalés, un peu proches de certaines séries un peu absurdes, et puis sans oublier toujours un cliffhanger absolument haletant à la fin de chaque épisode pour être certain que vous ne pourrez pas vous passer d'écouter l'épisode suivant. En parlant de casser les codes ou de changer de logiciel dans l'ancien monde, je vous présente un compte Instagram, il s'appelle Wherever You Go. Ce jeune homme est fou d'art, contrairement à tous ses copains. Et il va faire tout un tas d'expos, puis ça n'intéresse personne en fait quand il va boire un verre avec ses copains. Et il commence en fait à se dire comment est-ce que je peux leur raconter comment moi ça me parle. Donc il fait des mèmes en fait. Il récupère des œuvres d'art, il en fait des mèmes. Vous savez que les gifs c'est interdit, c'est ringard maintenant. On arrête les gifs, maintenant c'est les mèmes. Et il en a fait un compte Instagram. Au début, ses copains ont fait « Ah ok, c'est fun ». Et du coup, vous voyez que sur sa bio, vous allez avoir tout le détail sur quelle est cette œuvre, etc. etc. Mais le parti pris, évidemment, il est celui de l'humour et puis il est celui d'une culture saut 2022. Un autre moyen de générer de la conversation avec des publics avec qui on ne parle pas habituellement, là c'est un chatbot qui a été monté pour le mémorial de Caen. Les chatbots, ils sont là, c'est a priori plutôt des FAQ plutôt bien réalisés, parfois un peu story-télé. Là, l'idée c'est d'aller à la fois du côté de la mémoire vivante d'un territoire, en la personne de Lucien. Lucien, il existe vraiment, c'est quelqu'un qui a fait partie du commando Kiefer au débarquement en Normandie, et il y a vraiment tout un tissage qui se fait entre je viens de raconter une histoire dans des codes qui sont ceux des chatbots et d'une conversation numérique, tout en ouvrant soit à des enjeux très pragmatiques, soit aussi à des enjeux d'ouverture des possibles. Et dernière initiative que je souhaitais vous présenter, que je présente tout le temps depuis 2020, parce qu'elle me touche beaucoup, elle s'appelle Window Swap. Le principe, c'est que chacun d'entre vous est invité à poser votre téléphone sur le rebord de votre fenêtre
et à filmer 10 minutes de ce qui se passe au travers de votre fenêtre. Moi, je trouve ça très beau, à la fois parce qu'il y en a maintenant absolument partout dans le monde. Alors faites attention, c'est addictif, hein. Vous pouvez passer des heures à regarder par la fenêtre des autres. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est que parce qu'il ne se passe rien, alors le fait finalement d'observer des micro-détails, des micro-changements, en fait, ça crée une immersion complètement dingue dans un lieu, une ville qui n'est pas du tout le vôtre. Et puis là, vous voyez, on a une vue assez méta sur les toits d'une ville, alors qu'on peut être aussi finalement chez quelqu'un. Vous connaissez tous cette tendance qu'on appelle Live Like a Local. Là, d'un coup, on est à Trinidad, et puis on est dans cette espèce d'universalité du voyage, tout en étant dans l'intimité d'une personne qui nous partage sa vue. Je vous remercie. Merci, Laurence. Je trouve ça particulièrement chouette, les exemples que tu nous donnes, justement, parce qu'on interpelle les publics habituels en utilisant leur code avec les mêmes. C'est fabuleux. Et ça m'a rappelé, je ne sais pas si tu te souviens, il y a 20 ans, le film Da Vinci Code, qui avait créé une fréquentation monstre au Louvre. Et le conservateur a fait « Oh mon Dieu, non, les ploucs, les pecnos, nous, on ne laisse pas rentrer ça ». Et l'équipe a un peu réfléchi de dire, on ouvre la porte à des gens qui n'étaient jamais venus au Louvre. Et qui sommes-nous pour juger du bon goût, de la bonne façon et de la bonne raison? Et de dire, ils ont développé à ce moment-là, effectivement, des parcours ou quelque chose de complètement différent. Mais cette idée-là, c'est le code leur échappait, celui de la culture populaire, d'un bouquin, et surtout le film. Je pense que c'est le film qui avait fait tout le boulot par la suite. Ce qui nous amène maintenant à une réflexion de regard croisé. Bon, on a déconstruit, reconstruit, on a conceptualisé, on a vu des exemples. Pour les gens dans la salle, pour les élus, pour les gens qui ont des stratégies touristiques territoriales à mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelles sont les pistes? Quelles sont les préconisations? Quels sont les exemples? Qu'est-ce qu'on fait? Je te vois, Christophe, prêt à répondre? Je le sens, oui. Puis Evelyne, tout le monde va avoir droit de parole, il ne faut pas s'inquiéter. Christophe? Je peux commencer, merci. Bon, un peu dans le droit fil de ce que j'ai dit tout à l'heure, là, les exemples qui ont été présentés sur les deux PowerPoints, j'ai relevé un micro-aventure. L'exemple de certains villages, là, donc c'est des exemples assez localisés, un peu micro. Néanmoins, je persiste, alors voilà, je mets un peu les pieds dans le plat, mais je persiste à dire que le tourisme, fondamentalement, alors le tourisme n'est que ce que les individus en font, ça c'est la première chose, mais le tourisme est tout sauf finalement du tissage, je pense. Alors, voilà, je mets volontairement les pieds dans le plat. Je pense que le tourisme détisse. On peut faire des néologismes. Je prends l'exemple par exemple des colonies. Les colonies de vacances, il y a un rapport de l'Assemblée nationale qui date de 2013 qui indique, donc il y a maintenant une dizaine d'années, que les colonies, statistiquement, il y a de moins en moins de jeunes qui partent en colo en France. Ceux qui partent en colo, néanmoins, il en reste, ce sont les classes populaires, les enfants issus des classes sociales les plus modestes, parce qu'il y a des aides sociales, avec le soutien des CAF, il y a des dispositifs locaux qui existent, ou, à l'inverse, les individus, les enfants issus de classes sociales très favorisées, qui vont croiser une mobilité de type colo avec une pratique sportive, avec à l'étranger l'acquisition de compétences linguistiques. On va développer d'autres compétences qui sont réinvestissables dans l'univers scolaire. Et donc voilà, l'exemple des colonies est un bon exemple, je pense, qui illustre le cloisonnement qui existe dans le tourisme. Il suffit de prendre également les destinations touristiques. Les destinations touristiques sont classées, hiérarchisées. Partir aux Seychelles, c'est pas partir au camping municipal de Saint-Jean-de-Mont. Pas la même chose. Alors, comment on décloisonne? Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, l'exemple, là, un peu contre toute attente, des blockbusters américains est peut-être une piste. Il y a aussi sans doute un travail dans l'univers scolaire à réactiver. Et finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure également, je pense qu'il y a un travail à réaliser auprès des parents. Parce que si on en reste à l'activité politique locale, au travail politique local, je pense qu'il y a des insuffisances. Là, je ne sais pas s'il y a des élus ici, mais je remets à nouveau les pieds dans le plat. Voilà, moi, j'observe assez en détail ce qui se passe, par exemple, sur les destinations touristiques littorales en Atlantique, et on voit très bien les stratégies politiques de certains offices de tourisme qui sont,
en soutien des collectivités locales, pour organiser certaines offres touristiques, certaines offres culturelles qui ciblent certaines populations au détriment d'autres. On va favoriser, par exemple, le festival de musique classique, le salon du livre, etc. Parce que quand on cible ce type de prestations, on sait très bien quel type de clientèle touristique on a derrière. Et on le fait consciemment ou inconsciemment, mais on reproduit un modèle. Je pense qu'on le fait très consciemment. Evelyne? Alors, moi, en fait, je voulais... parce qu'effectivement, je suis restée dans les concepts, ce qui n'est pas forcément mon habitude en règle générale. Je voudrais donner un exemple. Je serais plutôt d'avis de dire qu'en fait, la vocation du tourisme, c'est peut-être de faire comprendre un certain nombre de choses. Moi, ce qui m'intéresse au niveau de la culture, c'est la culture aussi de type mode de vie. Je vous donne un exemple. On part à Coutures-sur-Garonne. Coutures-sur-Garonne, côté de Marmande, et il y a de ça déjà pas mal d'années, en 2009, si je m'abuse, il y a eu une opération menée par Cénovision et qui s'appelle Les gens de Garonne. Et pour vous raconter l'histoire de cette mise en tourisme d'un territoire, on est dans la Garonne avec toute la problématique de la Garonne. La Garonne, c'est les inondations, c'est des gens qui s'éloignent du fleuve parce que le fleuve pose un problème. Donc il n'y a pas de lien entre en tout cas pas de, enfin il y a un lien de défiance et de peur entre le fleuve et les habitants. Sauf que c'est la culture des habitants. La culture des habitants, elle est intimement liée à Garonne. Quand il s'agit de dire qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue touristique dans ce secteur, eh bien les gens qui arrivent de l'extérieur disent mais il faut mettre en avant la Garonne. Sauf que les habitants disent mais non, pensez pas, on va pas mettre en avant la Garonne c'est notre ethnie. Eh bien si, et là on peut utiliser effectivement le tourisme. Qu'il ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est qu'en fait il y a eu tout un travail de compréhension, donc d'interrogation des gens de Garonne pour qu'ils expliquent justement comment ils vivaient toutes ces problématiques. Donc beaucoup d'enregistrements, un travail de scénographie qui s'est traduit à l'heure actuelle en mapping, de scénographie, la création en fait d'un lieu spécifique pour expliquer justement tous les liens entre la Garonne et les habitants de la Garonne. Qu'est-ce que ça a provoqué, ça? Ça a provoqué qu'en fait les habitants ont redécouvert leur Garonne et se sont dit mais finalement c'est peut-être notre peur, notre problème, mais en même temps c'est ce qu'on est. Et c'est ce qu'on va devoir mettre en avant d'un point de vue touristique. Un bâtiment a été construit, volontairement il est sur le dessus en fait de la Garonne. Et quand vous allez dans ce bâtiment, après avoir compris tout ce qui se passe au niveau des inondations et autres, donc il y a un vrai apprentissage, après avoir entendu les paroles de ces gens de Garonne qui expliquent en fait tout ce qu'ils ont vécu, donc qui retrouvent une vraie fierté par rapport à tout ça, et ben vous arrivez sur une terrasse qui surplombe la Garonne. Et donc en fait, voilà, le tourisme en fait permet de redonner effectivement une fierté et de permettre aux gens qui ont cette culture de dire finalement ce que nous sommes, voilà, là c'est ça qu'il fallait mettre en tourisme. Et là voilà, je pense que là c'est peut-être le rôle du tourisme d'aider à retravailler la culture d'un territoire et à la mettre en avant. Mais ça n'a rien à voir avec la démocratie, avec la démocratisation. Je démocratise rien, j'explique. Par rapport à ce territoire, Jean me racontait, il était au Québec la semaine dernière. Il a fait des milliers de kilomètres. Il a découvert que le terme grands espaces au Québec, c'est pas juste une vue de l'esprit. Était en Gaspésie, donc l'est complètement du Québec, où le rapport à la nature, le rapport à l'espace, le rapport à la forêt, l'utilisation, et ça ressemble un peu à la Garonne. On chassait, on pêchait pour survivre, pour se défendre, pour passer l'hiver, pour avoir des peaux de fourrure, et voilà. Et tu l'as vu, et il existe une espèce d'élitisme aussi, ou un rapport à la nature, où les gens des villes disent il ne faut pas chasser, il ne faut pas pêcher, c'est horrible. De ta lecture là, et de ton périple, quelles leçons tu pourrais retenir? Je voudrais, dans un premier temps, poursuivre le propos tenu par Christophe, qui dit que le tourisme est là pour déconstruire le tissu des territoires. Il a parfaitement raison, mais tout dépend évidemment de quel tourisme on parle. Le tourisme moderne est un tourisme du regard, de l'appropriation, pour venir prendre les éléments de distinction qui vont permettre après de se sentir pleinement, je dirais, présent dans les attendus touristiques qui sont les nôtres. Là. Donc il y a le tourisme moderne, le tourisme hyper moderne, c'est chacun pour soi, non pas seulement un collectif. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la manière pendant un siècle, donc on a pensé le tourisme.
en relation avec une conception de la ruralité qui est une ruralité urbaine. Elle est faite pour les autres, et je donne tous les éléments pour faire en sorte qu'ils vivent ici pour vivre au mieux ce temps de 1 mois, on va dire 1 mois et demi. Lorsqu'on est dans une logique non pas exogène mais endogène, et qu'on se réfère à une autre culture qui est la culture éco-moderne, l'enjeu c'est de donner de la présence à la forme de ruralité qui est la ruralité rurale. On inverse le moment et la polarité en redonnant de la présence au milieu de vie dans lequel les gens vont se situer. Et c'est ça le grand changement, c'est ça la transition qui aura lieu. Et lorsque j'ai discuté en Gaspésie, en Gaspésie, vous alliez pas, on va percer, vous voyez le guide touristique qui vous présente les choses incontournables à voir. On est en tourisme exogène. Et les habitants que j'ai rencontrés, ils ont dit non, nous on veut redonner de la présence à ce pourquoi on est là, à nos manières de voir le territoire, nos sensibilités, nos intimités. Et on change de référentiel dans la manière d'envisager le développement. Et évidemment, ces communautés sont quelque part alternatives. Donc actuellement, je gère un très très gros programme de recherche qui s'appelle Récréateur, où j'accompagne 3 territoires du Massif central à s'inscrire dans justement ce basculement d'un tourisme classique à un tourisme de transition. Et j'apprends ces territoires, et dans mon ouvrage tout est noté, à élaborer ce qu'on appelle des laboratoires récréatifs. Le laboratoire récréatif est justement pour dire, vous, qu'est-ce que vous avez envie, je dirais, de fabriquer dans votre manière de proposer aux gens de venir habiter chez nous en découvrant un autre référentiel. Donc l'enjeu ici, c'est de dire que le rapport au lieu n'est pas simplement un rapport d'observation ou de découverte ou je dirais, de conquête des lieux, mais c'est au contraire une intention à rentrer dans la microécologie des mondes vivants. Et qu'il y aura de transition que si on invite les gens à repenser le bien-être et les relations avec les petites choses de la naturalité, des microcosmes dans lesquels les gens développent un art de vie de proximité. C'est ça, cette transition qui est nécessaire de développer et qu'il faut évidemment engager ce processus-là. C'est pour ça, quand je vais près au Québec, je vais à Saint-Venant-de-Paquette, je vais à Saint-Élie-de-Caxton, je vois que les laboratoires ils existent. Je vois que des acteurs ont décidé de dire on va fabriquer, nous, notre petit monde récréatif ou notre monde construit sur des propriétés qu'on a chez nous. Eh bien, on a ici un moulin. Ici, on a une personne emblématique qui s'appelle Fred Pellerin. Il a développé tout un univers pour redonner de la vitalité, un art de vie de proximité. C'est ces petites choses qui importent et sur lesquelles on invite les gens à s'engager. Du côté du Carladès, vous avez les sentiers de l'imaginaire. Un agent culturel s'est dit, tiens, dans notre petit territoire, qu'est-ce qu'on a qui peut redonner un sentiment de bien-être et d'existence à ses habitants? On avait une vieille forge ici dans un petit village utilisé par l'agriculture. On a fait une forge artisanale, artistique, où les habitants se sont engagés, développé tout un sentier, ils sont devenus fiers de leur territoire. Et donc, la logique ici de dire, c'est qu'on développe un art de vie de proximité pour faire en sorte que les gens aient envie d'être heureux d'être dans la ruralité, qu'il y ait de la créativité, qu'il y ait un art populaire et social qui existe et qui permet justement de donner une autre médiation avec l'espace de proximité et que l'agriculteur, la personne retraitée se disent on a fabriqué. Et l'enjeu du commun, c'est que les gens fabriquent leur monde, qui crée à partir de là une appartenance à cet engagement dans cette féerie qu'on a fabriquée, dans cette élaboration, je dirais, d'une œuvre collective. Et tout ce qui favorise cela transforme le capital culturel par lequel un territoire prend du sens. Le capital culturel n'est plus pensé pour les urbains et les touristes bourgeois, entre autres, mais il a avant tout pensé pour inviter les gens non seulement à venir ici, mais l'enjeu de demain, c'est ce qu'on appelle aussi la migration d'agrément. Faire en sorte que les gens aient envie d'aller vivre dans ces territoires de proximité. Et donc, pour ce faire, il faut tisser justement des nouvelles relations dans les territoires de proximité pour que les gens aient envie d'y vivre et de s'y installer. Et c'est ça l'enjeu de demain. J'aurais jamais cru entendre parler de Saint-Élie-de-Caxton, qui est à côté de ma ville natale, ici. Et ce qu'il faut dire, c'est un village qui se recrée, qui vit à l'année et qui s'est repeuplé autour d'un imaginaire, essentiellement un imaginaire d'un conteur qui lui-même a rappelé la raison d'être des quelques centaines à peine d'habitants, Fred Pellerin. Mais ce village-là n'est d'aucun intérêt. Aucun. On parle de singularité. La singularité est sa propre histoire portée par ses propres habitants qui n'est d'aucun intérêt. À part le génie de Fred Pellerin. Mais le génie ici, c'est pas c'est pas la Bretagne, c'est pas la Mauricie, c'est pas le Québec, c'était Saint-Élie-de-Caxton. Il a changé la démocratie à une échelle minuscule, mais ça a apporté des fruits qui sont fabuleux. Je te laisse 1 minute
ma chère Laurence, parce qu'on va avoir des questions. Oui, tout Tu à fait. as été directrice d'office de tourisme quand même, hein? Tu as Oui, basculé. ouais. Qu'est-ce que tu dis que tu retiens de nos propos Eh ben, et que tu partages? tu vois, ce que je retiens, Paul, c'est qu'en effet, en tant qu'ancienne directrice d'office de tourisme, j'étais en train de me dire pourquoi on est toujours dans ces espèces de silos, le tourisme, la culture, le sport, c'est juste. Enfin, on va pas y arriver, quoi. J'étais aux assises du tourisme culturel il y a 2 ans de ça, au Louvre-Lens, et le monsieur qui était assis à côté de moi, qui avait à peu près 20 ans de plus que moi, me disait ça fait 20 ans que j'entends ces mêmes discours. Et en fait, d'un point de vue de directrice d'office de tourisme, en fait, je crois qu'on a un petit problème qui dit, en fait, c'est l'OGD, moi et les autres. C'est-à-dire que vous savez ce truc de l'office de tourisme, l'OGD en tant que metteur en scène de territoire. En fait, on est censé coordonner les acteurs, on est censé les mettre en avant, les promouvoir, etc. Mais du coup, ça nous met finalement dans un truc qui est complètement en dehors du terrain. Ça nous pose comme ça, on s'auto-pose sur un espèce d'endroit où on doit mettre en scène le territoire. Mais en fait, le territoire, il vit sans nous, clairement. Enfin, il ne nous a pas attendus. Et tous ces sociopros font des choses. Les lieux de tourisme, les lieux de patrimoine, pardon, de culture font ce qu'ils ont à faire. Et voilà, si on n'était pas là, ils le feront quand même. Donc peut-être qu'on peut juste se dire, ben voilà, soyons ensemble et prenons notre part à notre mesure qui est la même que celle que tout le monde. Et puis arrêtons de toujours chercher à créer des catégories et à se dire, bah oui, mais dans la brochure, on met dans culture ou on met dans sport. Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'on peut aussi se dire qu'il y a des choses qui fonctionnent, que au Palais de Tokyo, ou je ne sais plus dans quel musée, je n'ai pas vérifié ma ref, des gens, avant l'ouverture du musée au grand public, font des visites en courant. Ouais, c'est choquant, mais en même temps, ça répond à des envies de certains publics. D'autres écoutent de la musique en faisant du vélo, écoutent des concerts mobiles en faisant du vélo. Et j'ai envie de dire, c'est cool, faisons ça. Enfin, en fait, on n'est pas obligé de dire à telle heure ce sera de la culture et à telle autre ce sera du sport. En fait, on peut aussi s'amuser à hybrider les pratiques sans être obligé de mettre des mots compliqués comme hybrider et juste, enfin voilà, je dirais. Et tiers-lu, oui, aussi. Ouais, aussi. Enfin, je dirais juste take it easy, faisons des choses ensemble et ça sera fun, quoi. Chouette, merci. On a 4 questions, dont la première de Anonyme. Evelyne, je pense qu'on fait référence à tes propos. Bourdieu dit aussi que chacun essaie par son comportement de nourrir son capital symbolique pour se distinguer des autres. Dans le nautisme, là on va regarder Christophe, s'il faut faire une forme populaire du sport, donc réduire cette part du vocabulaire réservé au nautisme, comment permettra-t-on encore aux gens d'alimenter leur capital symbolique? Le sociologue, tu réponds? Alors, Bourdieu ne dit pas vraiment ça. Il ne dit pas que les individus cherchent à se distinguer. La distinction, enfin, le processus, le mécanisme de distinction, c'est d'apparaître distingué aux yeux des autres sans chercher fondamentalement à l'être. Donc c'est simplement par son comportement qu'on apparaît comme étant distingué. Donc du coup, c'est un peu différent. Alors après, dans le nautisme, s'il faut faire avec une forme populaire, si on cherche à populariser, à massifier, à démocratiser les activités nautiques, comment... sous-entendu les classes sociales supérieures, favorisées, maintiennent leur capital symbolique. Alors je pense qu'en fait, le mot nautisme cache de l'hétérogénéité. Le mot voile cache de l'hétérogénéité. Il y a de la voile scolaire, il y a de la voile pour une clientèle touristique l'été dans les clubs de voile, et il y a la voile habitable sur son propre bateau où on peut aller faire des régates entre amis. On valorise ici une forme d'entre-soi. Et donc le capital symbolique peut être conservé néanmoins dans cette massification des pratiques nautiques. On retrouve exactement la même chose dans l'équitation, par exemple. L'équitation, il y a le tourisme équestre qui est dévalorisé symboliquement aux yeux de ceux qui font du concours. N'est-ce pas? C'est pas la même chose. Merci. Et pourtant, c'est le mot équitation. Merci, Anonyme. Prochaine question? Ah, c'est Anonyme encore. Voilà. Que pensent les intervenants, c'est vous, ça, de la démocratisation du sport par l'école? Plus précisément, que pensent-ils de l'influence du sport appris et pratiqué grâce à l'école par rapport à l'influence du milieu familial? Jean? Ou pas? Non, mais, l'école a toujours été pensée comme un lieu d'appropriation des éléments pour s'engager dans des compétences par lesquelles ils vont pouvoir acquérir des dispositifs d'intervention dans les loisirs qu'ils vont faire. Donc il y a une intention de dire qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est le sport est un véhicule, est un support pour transmettre des compétences.
et que la culture est bien souvent non pas l'élément clé sur lequel se situe l'école, mais sur les compétences qui permettent aux individus d'avoir des compétences opérationnelles, des compétences réflexives et d'élaboration d'une démarche projet. Voilà. La question que je pose, aujourd'hui dans l'école, on est dans des processus où la culture est absente. Ce n'est pas le cadre par lequel la culture scolaire est pensée. Et ça pose problème, parce qu'à un moment donné, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que l'école, bien souvent, est territorialisée, et l'enjeu, entre autres, du côté de l'association sportive, l'AS, c'est aussi de faire en sorte que ces espaces-là, et c'est pour ça que je dis que l'enjeu, c'est retrouver les liens avec la proximité. L'école doit retrouver des connexions avec les associations, avec des parcours dans la nature, pour qu'il n'y ait pas séparation de ces univers. Et l'école de demain doit devenir justement une école territorialisée, avec des rencontres qui permettent justement de voir en quoi ce que l'on fabrique à l'école peut aussi être une passerelle pour aller justement à la rencontre avec tous les acteurs qui font un territoire. Et c'est ça qui me semble intéressant, je dirais, d'engager dans une transition aujourd'hui qu'on peut appeler dans l'invitation à considérer que l'école performante et aujourd'hui moderne, c'est une école qui, historiquement, va s'éloigner justement du local et des cultures pour qu'il y ait là ici une logique qui est celle de la rationalisation et la transmission, je dirais, de la grande culture qui va permettre justement d'envisager une sorte de monde commun et qui se veut rationnel et qui veut être transmissible par tous. Je dis que ça ne suffit pas aujourd'hui. On a besoin au contraire de ancrer les savoirs, les connaissances et les expériences dans les connexions avec ce qui crée un monde de proximité avec les différentes activités qu'on peut faire dans le lieu. Voilà. Et c'est ça pour moi des enjeux qui pourraient justement réduire les distances entre le monde scolaire et les systèmes d'action qui sont présents dans les territoires. Et c'est pour ça qu'à partir de là, si on se connecte, l'enjeu n'est pas l'acculturation, mais c'est l'enculturation. C'est l'enculturation qui est fondamentale. C'est comment, en partant de la culture des jeunes, on les invite à renforcer leur présence dans leur référentiel, je dirais, du monde de vie dans lequel ils sont. C'est ça qui est fondamental. Il y avait une fraction de seconde où j'ai failli réussir. Merci, Jean. Evelyne et Laurence, toutes les deux, avaient été directrices d'office de tourisme. Donc, la dernière question, dans quelle mesure le développement du tourisme doit prendre en compte le développement des pratiques sportives et culturelles à l'école? Vous êtes-vous déjà posé la question dans vos pratiques? Je ne sais pas si je comprends tout à fait la question. J'aurais tendance à dire que ça peut avoir un impact sur la maturité touristique. C'est-à-dire qu'en fait, si, en fonction de ce qu'on peut développer comme type de tourisme, si on est face à des clientèles, quel que soit leur âge, qui ont déjà eu des pratiques sportives ou des pratiques culturelles à l'école, on va peut-être développer un autre type de tourisme, peut-être plus mature, voilà, plus différent que ce qu'on pourrait imaginer dans un apprentissage de base. Mais je sais pas si est-ce qu'on peut imaginer un office de tourisme, Laurence, imaginer un office de tourisme qui a un rapport avec la clientèle étudiante et qui l'accompagne dans des pratiques culturelles ou sportives? Juste par rapport à ça, j'aimerais faire un rapprochement. Là encore, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question. Un rapprochement avec tout ce qui est dit, je suis savoyarde, tout ce qui est dit dans les stations de sport d'hiver, qui disent OK, il faut effectivement amener de nouveau par le biais des classes de neige, il faut amener les jeunes au ski. Parce qu'en les amenant au ski très tôt, petit à petit, ils vont avoir cette culture en fait du ski. On va les retrouver derrière justement d'un point de vue touristique. On va pouvoir développer d'autres produits par la suite. Mais est-ce qu'un office de tourisme doit se travailler là-dessus? Et comment? Ou est-ce qu'un schéma territorial? Ou est-ce qu'une stratégie touristique? Une stratégie touristique. C'est sûr que si on est face à des clients qui ont une maturité touristique, une maturité culturelle, et si on est face à d'autres personnes qui n'ont pas de maturité culturelle, en termes de produits touristiques, les produits seront différents. Parce qu'on va aller à un grand supérieur. Mais, et là encore, je ne suis pas dans ma démocratisation, quoi. Donc c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Compliqué. Cela fait le tour. Chers amis, chers panélistes, chers amis, fin des questions, c'est marqué ici. Il ne me reste plus qu'à vous remercier
d'avoir gardé le temps. J'étais tellement inquiet, vous n'avez pas idée. J'ai mal dormi. Et voilà, et on est arrivé en même temps. C'était incroyable. Alors, merci de votre écoute. Bonne fin de rencontre du tourisme de Bretagne. Et joyeuse pause, s'il y a une petite pause. Je ne sais pas, il y a une petite pause entre les deux. Vous avez droit à une petite pause, vous l'avez mérité. De l'eau, du café. À bientôt. Merci.